pour les 16e de finale. Résumé de la journée, appel en direct sur le cours central. La guerre du bœuf est déclarée entre Paris et Londres. La France maintient sa décision de suspendre les importations de viande bovine en provenance de Grande-Bretagne, motif la maladie de la vache folle. Début difficile d'un sommet ardu entre Mikhaïl Gorbatchev et George Bush à Washington. Au centre des débats, le statut de l'Allemagne unifiée dans l'OTAN. Enfin, le monde à plein poumon pour la 3e journée anti-tabac. Enquête sur les répercussions chez les enfants de fumeurs. Bonsoir. Vinogradsky doit penser en ce moment même à tous ses camarades de jeu, Lecomte, Butch, Noah, Forger, champions qui se sont qualifiés pour le 3e tour à Roland-Garros. Il aimerait bien réaliser sans doute le même exploit, mais il aura du mal face à l'Autrichien Muster, Dominique Champeau. Oui, absolument, Paul. Il aura du mal, d'autant qu'il est mené 2-7-0, 6-2, 6-3 et surtout 3-1 dans la 3e manche qui devrait être la manche décisive, car c'est Thomas Muster qui actuellement est au service, donc en situation à 45 de mener 4 jeux à 1. Et d'imposer ainsi la puissance de son jeu, sa régularité et puis sa volonté de gagner, car Muster, vous le savez, relève d'un grave accident de voiture qui l'a tenu immobilisé pendant 1 an. Il revient sur les cours avec une véritable boulimie afin de retrouver la place qui lui est promise parmi les 5 meilleurs joueurs du monde. 19-20 et Caroline Sins et Jean-Philippe Guillain vous proposeront un résumé complet de la journée si le match entre Vinogradsky et Muster n'est pas terminé. La 3 le diffusera en direct à l'issue du 19-20. Les non-fumeurs sont désormais si actifs et si nombreux qu'il faudra peut-être entrer dans la clandestinité pour en griller une. Cachez-vous au moins aujourd'hui par solidarité. C'est en effet la 3e journée mondiale anti-tabac. Pour dégager l'atmosphère, des manifestations ont été organisées dans le monde entier. Il est vrai que le tabac est un fléau, notamment pour les enfants de fumeurs et les femmes enceintes. Enquête des 2 côtés du filtre, Jean-Marc Pitt. Le tabac montré du doigt, la cigarette satanisée, les fumeurs ostracisés. La grande croisade des pourfendeurs du vice en bâtonnet connaît aujourd'hui son apothéose avec la journée sans tabac orchestrée par l'Organisation mondiale de la santé. À force d'être ainsi dénoncés, les industriels du tabac finissent par se sentir persécutés. Ils refusent de passer pour des corrupteurs de la jeunesse. La publicité fait passer d'une marque à l'autre, elle ne déclenche pas l'acte de fumer. Alors je ne crois pas que ce soit en interdisant la publicité que l'on va régler le problème de l'entrée des jeunes dans le tabac. De toute façon, je crois que les jeunes ont besoin de choses dans leur adolescence et que le tabac en fait partie. Ce qu'il faut, c'est leur faire comprendre qu'on peut vivre sans ces choses-là. Le tabac est-il réellement coupable de tous les maux dont on l'accuse? Les chiffres qui suivent laissent peu de place à sa défense. 30% de tous les cancers et 90% de ceux de la gorge lui doivent tout. La consommation tabagique s'est stabilisée ces dernières années, mais on recueille encore aujourd'hui l'augmentation considérable de la consommation tabagique des années précédentes et l'incidence du cancer bronchique en France continue d'augmenter d'environ 2 à 3% par an, ce qui est énorme. Plus grave, ceux qui n'ont pas pu faire le choix entre leur santé et leur plaisir sont de plus en plus souvent victimes du tabac. Les enfants des mères qui n'ont pas su vaincre leur accoutumance au moment de leur grossesse en supportent les conséquences. Le tabac est un toxique grave pour l'enfant parce qu'il l'empêche de recevoir la fourniture d'énergie normale. Ce qui fait que les enfants poussent moins. On sait que les femmes qui fument, on sait qu'elles ont des complications très particulières et gravissimes de grossesse, beaucoup plus souvent que les femmes qui ne fument pas du tout. Sa santé vaut bien votre plaisir, mesdames. La guerre du bœuf, ou plutôt des vaches, oppose désormais Londres et Paris, et ce n'est pas un gag. Cette bataille est si sérieuse que la commission de Bruxelles s'en mêle. Et c'est la maladie de la vache folle qui affole la CE et les 2 gouvernements. Les Français, inquiets des conséquences possibles de cette maladie, ont en effet interdit aujourd'hui l'importation de viande bovine britannique en France. Protectionnisme, rétorquent les Britanniques et la CE. Simple protection, répondent les Français. Claude Guénaud. La mesure française fait la une des journaux anglais ce matin. Sous un titre très sobre, The Independent rapporte la colère qu'elle a suscitée outre-Manche. Les travaillistes parlent même de coups de poignard, tandis que le gouvernement n'exclut pas des mesures de rétorsion. Pour les Britanniques, la décision française est avant tout une mesure protectionniste destinée à favoriser les éleveurs français. L'enjeu est important, la Grande-Bretagne réalisant plus de la moitié de ses exportations de viande bovine avec la France pour une valeur de plus d'1,5 milliard de francs par an.
Pour les éleveurs anglais, c'est une catastrophe. La France est le 4e pays à fermer ses frontières. Il s'agit d'arrêter un mouvement d'inquiétude et de panique qui n'a pas lieu d'être. La viande bovine peut être consommée. Et il ne faut pas que parce qu'une épidémie s'est développée dans un pays, l'ensemble des marchés, dont le vôtre, est en pâtir. Il est certain qu'il y a eu des importations d'origine anglaise, aussi bien en farine de viande qu'en bovin vivant, et donc on peut effectivement s'inquiéter, mais s'inquiéter dans une moindre mesure, c'est-à-dire que les Anglais, en fait, ont vu une explosion. Nous n'aurons que des cas sporadiques. En Grande-Bretagne, la maladie de la vache folle qui s'attaque au cerveau a déjà tué 15 000 bovins. Les vétérinaires préconisent d'abattre 6 millions de vaches, soit la moitié du cheptel britannique, pour venir à bout de l'épidémie. À l'heure actuelle, rien n'indique que la maladie soit transmissible à l'homme. François Mitterrand en première ligne depuis quelques jours. Le président de la République s'est rendu ce matin à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif à l'occasion de la 500e grève du foie. Il a rendu hommage à tous les médecins et aux chercheurs français et a réaffirmé son attachement à la protection sociale. François Mitterrand, cet après-midi, dans les grandes écoles, il a protesté à sa manière contre les inégalités. Reportage d'Éric Pierrot et Claude Dussud. L'égalité sociale, ça commence par l'école. François Mitterrand a poursuivi aujourd'hui devant 2000 lycéens et collégiens d'Évry dans l'Essonne la croisade qu'il a entreprise il y a une semaine en faveur de la justice sociale. Le président de la République a rappelé l'effort fourni par le gouvernement en faveur des universités. 16 milliards de crédits supplémentaires, construction de 1 500 000 m² de locaux nouveaux, création de postes d'enseignants. Mais devant les besoins sans cesse croissants du pays en ingénieurs, François Mitterrand a demandé aux grandes écoles de s'ouvrir. Est-ce que vous croyez qu'il ne faudrait pas accroître considérablement, peut-être doubler le nombre des élèves dans les grandes écoles, polytechniques et les autres? Pourquoi sont-elles ainsi fermées, comme s'il s'agissait d'une chasse gardée? Et là, je pense à toutes les grandes écoles, ou celles qu'on n'appelle pas grandes, mais qui sont utiles, qui sont toutes exagérément restreintes. Le président de la République a également donné des instructions précises au ministre de l'Éducation, Lionel Jospin, pour que les élèves soient mieux informés à l'avenir sur leur carrière. Il a également suggéré que l'on crée à la télévision un magazine hebdomadaire qui donnerait des informations aux jeunes pour qu'ils décident de leur avenir. Pour la 3e fois en quelques jours, François Mitterrand a donc voulu montrer clairement que c'est lui, et bien lui, qui impulse l'action du gouvernement. Une façon de signifier qu'il s'intéresse de près aux préoccupations des gens et à la réduction des inégalités. Quant aux jeunes, eux, ils ont fini l'après-midi rock'n'roll. C'est la 3e fois en 4 jours que François Mitterrand aborde avec force la politique économique et sociale du pays. Déjà mardi, le chef de l'État avait dénoncé à Auxerre les inégalités trop criantes à ses yeux. Réaction de Henri Krasuki, le président ne manque pas d'air. Réaction recueillie par Marie-Hélène Tichou. Ça sert à quelque chose de montrer qu'on n'est pas content. Mais pour le moment, parole, parole, parole. Mais encouragement de fait, par la force des choses, à être plus énergique, plus dynamique, mieux rassemblé, pour que ça se traduise par des actes réels, sans croire au Père Noël. Le Père Noël, ce sont les travailleurs eux-mêmes, je l'ai souvent dit. Henri Krasuki appréciera tout de même, j'imagine, la démarche de Michel Rocard, qui a tenu, lui, à se rendre, et ce n'est sans doute pas un hasard, à l'usine Renault de Flins. Visite d'une chaîne de montage, échange de vues avec les syndicats et la direction, entretien un comité d'établissement. Michel Rocard effectuait, c'est certain, aujourd'hui, une visite très sociale. Reportage Michel Lemerle, Dominique Duchâteau. Comme demande, c'est le salaire. Écoutez, ça pousse, hein, ça pousse un petit peu. Ça pousse plus vite qu'il y a 2 ans. Je suis en plein accord avec François Mitterrand sur les salaires. C'est la déclaration surprise que Michel Rocard a fait à sa sortie de Flins. On avait cru penser, après Auxerre, que le Premier ministre et l'hôte de l'Élysée n'avaient pas exactement les mêmes priorités. Eh bien, Michel Rocard a tenu aujourd'hui à souligner qu'il avait besoin que le président François Mitterrand fasse pression pour que les partenaires sociaux engagent des négociations au sujet des bas salaires. Et c'était un peu des travaux pratiques qu'il engageait cet après-midi à Flins. Dernier clin d'œil, Michel Rocard a quitté Renault-Flins à bord de la Clio. Application du discours du chef de l'État, application des mots de Michel Rocard avec la création aujourd'hui d'une association,
le titre de cette association, Moderniser sans exclure. À l'origine de cette création, le professeur Bertrand Schwartz, qui explique les raisons de son initiative à Véronique Auger. Quelques années, là où on embauchait des CAP, aujourd'hui on embauche des bac plus 2. Je ne dis pas que ce soit pas de temps en temps indispensable, c'est loin de l'être toujours, on en abuse et c'est pas une fatalité. Or, à la fois les diplômés en souffrent parce qu'ils sont souvent mis sur des postes non qualifiés, à la fois les non-diplômés en souffrent parce qu'ils sont plus chômeurs. Alors c'est la raison pour laquelle, avec une cinquantaine de personnes, on a voulu montrer que ça existait. Il y a des grandes entreprises qui de plus en plus, certaines sont là-haut aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui se décident à qualifier leur personnel, mais en changeant l'organisation du travail. Inégalité encore cet après-midi et demain, les députés préparent une nouvelle loi qui devrait mieux protéger les travailleurs précaires. La loi actuelle a permis de couvrir de nombreux abus. Certains intérimaires d'ailleurs ne se sont pas laissés faire. Reportage Claude Guénaud et Alain Thomas. C'était il y a un peu plus d'un an. Une trentaine d'intérimaires employés depuis 2 ans par Citroën à Aulnay décident de saisir le ministre du Travail et les prud'hommes. Patricia, ouvrière de 26 ans, est à leur tête. Nous, on a gagné sur les rappels de salaire qu'ils nous devaient depuis 2 ans, qui correspondaient à peu près à 13 000 francs, et sur des indemnités de licenciement qu'ils nous devaient aussi, pour contrats illégaux, parce qu'effectivement j'ai eu un contrat par mois pendant 2 ans et c'est illégal. Illégal, pas tout à fait. La loi interdit bien sûr d'empiler les contrats d'intérim, mais Citroën prétend l'avoir respecté. La loi n'est pas subtile, la loi elle est ce qu'elle est, il faut l'interpréter. C'est à partir de 1986, après les grandes vagues de licenciements et avec le retour de la croissance et le boom de l'automobile, que l'intérim fait son entrée chez Citroën comme dans de nombreuses entreprises. Depuis, le constructeur emploie en permanence 3000 intérimaires, soit autour de 10% de ses effectifs. C'est la politique de zéro stock et c'est la politique d'un ajustement raisonnable de la main-d'œuvre à la production que nous devons sortir tous les jours. C'est votre flexibilité? C'est notre flexibilité, c'est notre souplesse. Logique industrielle d'un côté, de l'autre le développement d'un salariat à 2 vitesses, ceux qui ont la sécurité de l'emploi côtoyant un nombre de plus en plus grand de travailleurs précaires. À 28 ans, après 2 ans d'intérim chez Citroën, Patricia n'a pas été embauchée. Elle continue de collectionner les petits boulots. Depuis 3 ans, je tourne avec des contrats d'1 mois, d'1 semaine ou 2 ans. Il y a du chômage entre-temps? Oui, du chômage entre-temps, oui. Vous, personnellement, quel souci ça vous pose d'être intérimaire? Ça me pose des soucis de logement, par exemple. Trouver un logement alors qu'on est intérimaire, c'est pratiquement impossible. Hein. Une fiche de paye intérimaire, ça n'a aucun poids. Le nombre des travailleurs précaires a doublé en 5 ans. Ils sont actuellement 1 million dans le cas de Patricia et Bruno, 6 à 7% des salariés. La réforme en discussion au Parlement a pour but de les protéger et d'éviter les abus. Mais encore faudra-t-il que la nouvelle loi, même améliorée, soit appliquée. Jean-Marie Le Pen se dit persécuté. Il l'a exprimé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Et son parti a tenu à l'illustrer avec cette affiche que vous allez voir dans toute la France. Jean-Marie Le Pen qui imite d'ailleurs André Lajoigny. C'est une affiche que l'on a déjà connue avec le Parti communiste. Et SOS Racisme lui répond à sa manière avec l'affiche que vous avez vue un peu trop rapidement, que vous revoyez. On aime tous le même pays avec cette belle Marianne métissée. Au lendemain de la demande d'inculpation de Jean-Charles Naouri et de 4 autres personnes par le parquet, 2 ministres réagissent, mais pas vraiment dans le même sens. D'un côté, Pierre Bérégovoy qui réaffirme l'estime et la confiance qu'il porte à son ancien chef de cabinet, Jean-Charles Naouri. De l'autre, Pierre Arpaillange, il exclut toute volonté de revanche de la justice après la loi d'amnistie. C'est ce qu'il a déclaré à Albert Ripamonti. Pas question de vengeance, ce ne serait pas digne, la justice et les magistrats n'ont pas à se venger d'une manière quelconque. Et puis, j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes. Elle n'est pas nouvelle, mais quand j'entends par exemple dire que l'une des personnes poursuivies est une véritable cible en raison de ses fonctions antérieures pour la justice, c'est assez grossier comme traduction de sentiments. Et on fait fi de cette manière-là, vraiment, à la présomption d'innocence de toute personne. Mais tout de même, une inculpation nominative, ça ne doit pas faire très plaisir rue de Rivoli. Ça, écoutez, la justice n'est pas là pour faire plaisir ou pour ne pas faire plaisir. Elle doit être à la fois, elle doit sanctionner des infractions qui peuvent apparaître graves, mais elle est là également pour faire preuve d'humanité et de générosité. Est-ce qu'il y a eu quand même un débat au sein du gouvernement sur l'opportunité d'ouvrir des poursuites? C'est trop dire, un débat au sein du gouvernement, c'est beaucoup trop dire.
Au juge de dire maintenant si le délit d'initié est constitué ou non. Pas facile car en matière de transactions boursières, la frontière entre le licite et l'illicite est plutôt floue. L'idéal serait bien sûr de recueillir des confidences, mais ça, c'est une autre affaire. Ouverture aujourd'hui du sommet Bush-Gorbatchev avec au centre des discussions la question allemande. Nous ne résoudrons pas tous les problèmes du monde en 4 jours, a déclaré George Bush ce matin en accueillant Mikhail Gorbatchev. Il est sûr en tout cas que sur la question allemande, le sommet sera particulièrement ardu. Gilles Dujonchet. C'est avec les honneurs, au son des trompettes de la garde militaire et de 21 coups de canon, que Mikhail Gorbatchev a fait son entrée ce matin, il était un peu plus de 10 heures, dans les jardins de la Maison Blanche. Mais le Gorbatchev, accueilli à bras ouverts par George Bush, n'est plus vraiment cet homme qui séduisait Washington il y a 2 ans et demi. Dans son pays, les magasins sont vides. De l'Arménie aux Pays-Baltes, le pouvoir du Kremlin est contesté. Lui-même vient de subir un nouveau revers avec l'élection de son ennemi intime, Boris Yeltsin, à la présidence du Congrès de Russie. Tout affaibli qu'il est chez lui, Gorbatchev reste cependant un partenaire redoutable et obstiné. Il en a donné la preuve hier avant de quitter le Canada où il avait fait escale, en martelant de nouveau son opposition à l'adhésion de l'Allemagne tout entière dans l'OTAN comme le veulent les Occidentaux. C'est jouer là un vieux disque rayé, a-t-il dit, alors que nous avons besoin d'une nouvelle mélodie. La partie sera donc serrée entre les deux présidents qui ont entamé leurs entretiens ce matin dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. George Bush n'ignore pas que Gorbatchev peut retarder l'échéance de l'unification de l'Allemagne. Il va tenter de le convaincre qu'une Allemagne dans l'OTAN est une solution moins périlleuse pour la sécurité de l'URSS qu'une Allemagne neutre qui pourrait songer rapidement à assurer sa propre défense grâce au nucléaire. Réussira-t-il dans sa démonstration mieux que François Mitterrand il y a une semaine? Réponse dimanche. Gilles Dujonchet vient de faire allusion aux difficultés de Mikhail Gorbatchev qui ont un nom, Boris Eltsine. Si le rival de Gorbatchev parvient à créer ce qu'il souhaite, une république russe, l'Empire sera pour le coup éclaté. Sylvie Levet. Boris Eltsine, l'homme par qui le visage de l'URSS risque de changer radicalement d'ici 100 jours. Fort de son pouvoir de président de la Fédération de Russie, il vient de dire niet au plan de réforme économique de Gorbatchev, préconisant sa propre idée du changement beaucoup plus radicale. Et puis surtout, il vient de dire niet à la prédominance de l'Union fédérale, si chère à Moscou, en proclamant la souveraineté absolue de sa République en matière de politique intérieure. En annonçant hier qu'il serait sur le point de signer des accords bilatéraux avec les 14 autres républiques de l'Union, Boris Eltsine, du même coup, annule de facto le blocus économique imposé par le Kremlin sur la Lituanie depuis plus de 40 jours. Pire, il semble cautionner les indépendances baltes. Caution réciproque, puisque le président lituanien a été l'un des premiers à féliciter Boris Eltsine après son élection et que le Premier ministre estonien doit se rendre prochainement à Moscou pour lancer une véritable coopération économique. Sans aller jusqu'à l'indépendance, ce niet de Boris Eltsine vient de définir, dans le dos de Gorbatchev, une nouvelle politique pour les républiques soviétiques. Chacune d'entre elles pourra se doter de ses propres structures internes avant de consolider dans un second temps l'Union fédérale. Tout l'inverse de ce que souhaite Gorbatchev, mais peut-être le seul compromis susceptible de stopper la désagrégation de l'Union des républiques socialistes. À l'étranger toujours, en Algérie, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues cet après-midi dans les rues d'Alger à l'appel d'Ahit Ahmed et du Front des forces socialistes. À 2 semaines des élections, les manifestants demandaient une vraie démocratie en scandant des slogans hostiles au FLN, l'ex-parti unique au pouvoir depuis 1962. Vous voyez les images de cette manifestation et du leader Ahit Ahmed. Béatrice Nivois commente les autres événements qui se sont produits en France et qui ont été couverts par nos stations régionales. 9 lignes du métro parisien fermées ou partiellement bloquées depuis ce matin. De grosses perturbations également sur les lignes A et B du RER. Une des motifs de cette grève, les agressions commises envers les agents de la sécurité du métro, notamment la semaine dernière où on en a compté une dizaine. La police de Châteauroux et la gendarmerie font le ménage dans le milieu de la drogue. Plusieurs inculpations, 40 interpellations. C'est la plus grosse affaire de drogue connue dans le département de l'Indre. Elle toucherait 80 personnes. À 900 francs le quart de gramme d'héroïne, les dealers en quelques mois avaient amassé 2 millions de francs lourds. Un projet de loi destiné à réformer l'actuel système d'indemnisation des calamités agricoles, c'est ce qu'a proposé Henri Nallet, ministre de l'Agriculture aux jeunes agriculteurs réunis en congrès à Perpignan. Un accueil mitigé pour le ministre qui a pourtant été entendu sur un point, les problèmes d'environnement pour lesquels les agriculteurs sont prêts à se mobiliser.
Après de multiples pérégrinations dans le Var, la tribu Cheval Debout s'installe sur un domaine privé de 13 hectares dans les Alpes-Maritimes, à Collonges. Elle pourra y exercer son activité favorite, l'artisanat, et y vivre tout à loisir comme les Indiens d'Amérique le faisaient en 1830. Dominique Champeau vient de nous appeler. Malheureusement, Winogrodzki a perdu contre l'Autrichien Thomas Muster. Pour nous consoler, il faut savoir que 5 Français tout de même se sont qualifiés pour le 3e tour. Il s'agit de Lecomte, de Butch, de Noah, de Forger et de Champion. Le résumé de la journée avec Jean-Philippe Guillain et Caroline Sins. Le jour le plus long pour Thierry Champion. Il lui a fallu 3h30 de match pour éliminer l'Espagnol Juan Aguilera en 4-7. 3-6, 6-3, 6-3, 6-2. Un match marathon de fond de cours où il fallait tenir l'échange. À ce jeu-là, le Français fut le meilleur malgré la fatigue. Je voyais 2 balles à la place d'une, dira-t-il ensuite. Aguilera, tête de série numéro 12, éliminé. Il reste 5 Français en course pour le 3e tour. 3 petits jeux et puis s'en va. L'Autrichien Antonich balayé cet après-midi par Guy Forget. Très facile vainqueur en 3-7 secs. 6-1, 6-1, 6-1. Au prochain tour, Forget affronte Champion. Un Français au moins disputera les 8e de finale. Jarid crispé. Face à lui, le Yougoslave Ivanisevic, toujours aussi décontracté, réussit un fantastique contre-pied réflexe. Jarid ne marquera que 5 jeux dans ce match. Goran Ivanisevic, tombeur de Becker, enchaîne les victoires. 5 heures, 5-7 et 7 balles de match pour qu'enfin le Hollandais Paul Arhuis élimine l'Américain Jim Pugh. Une victoire qui vaut bien une bise au filet. Surprise de taille, l'Espagnol Arantxa Sanchez, tenante du titre, éliminée par l'Argentine Mercedes Paz en 3-7. Ironie du sort, elles sont amies dans la vie et partenaires de double sur les cours. 2 manches à 1, 7-5, 3-6, 6-1. Le plus beau match entre la numéro 3 mondiale Monica Seles et la Canadienne Hélène Kelesi. 2 heures pleines de suspense et une victoire difficile pour Seles en 3-7, 4-6, 6-4, 6-4. Voilà, Sanchez disparaît, les étoiles sont de plus en plus filantes et surtout de plus en plus jeunes. Exemple, Jennifer Capriati, 14 ans et demi, c'est le symbole de cette génération de petits prodiges. La jeune américaine s'est qualifiée cet après-midi sans problème.